Mais tout de suite, c'est l'heure des invités de Paris Direct. Et aujourd'hui, ces invités, c'est vous, Emmanuel Courrèges, et vous, Iman Aïssi. Bonjour. 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 Bienvenue à tous les deux. On est ravis de vous avoir sur ce plateau. Emmanuel Courrèges, vous êtes journaliste, un pied ici, un pied en Afrique où vous avez longtemps vécu. Vous avez fondé Lago 54, plateforme dédiée à la promotion des créateurs de modes africains en France, dont vous êtes, Iman Aïssi. Vous êtes né au Cameroun et vous travaillez ici en France. Et vous êtes l'un des visages du très beau livre et très lourd que vous signez, Emmanuel, lourd au sens propre, que vous signez chez Flammarion et qui s'appelle Swinging Africa, le continent mode. On va reparler dans un instant de la merveilleuse personne qui est sur la couverture de ce livre. Ce titre, Swinging Africa, Emmanuel, ça nous rappelle un autre moment, bien sûr, fondateur dans l'histoire de la mode contemporaine, Swinging London, les années 60 et leur énergie créatrice folle. Est-ce que c'est ce genre de révolution culturelle, dans ce qu'elle a de débordante, que l'Afrique connaît aujourd'hui ? Exactement. Et c'est pour ça que le livre s'appelle ainsi. C'était pour faire le parallèle entre ce qui s'est passé dans les années 60 à Londres et puis qui a commencé après à disséminer en Europe, avec ce qui se passe aujourd'hui sur la scène créative africaine au sens large, mais en particulier dans la mode, à travers ce que créent les créateurs de mode comme Iman et toute une génération de talents. C'est ce que vous ressentez, Iman, cette énergie qui vient d'Afrique ? Tout à fait, tout à fait. C'est une énergie qui s'enchaîne d'un créateur à un autre, d'un pays à un autre, et qui se mélange ici avec le monde. C'est ça qui est intéressant. Alors, parler de mode africaine, en réalité, ça n'a pas beaucoup de sens. Bien sûr, on parle des modes africaines. Et des créateurs africains. Et des créateurs africains. Précisément, qu'est-ce que ces créateurs au sens large, qu'ils soient stylistes comme vous, Iman, photographes, influenceurs, artistes, quel serait leur point commun, leur énergie commune, selon vous ? Je crois que c'est d'abord un esprit de liberté. Le fait d'assumer qui l'on est, d'inventer une identité en propre. Pour moi, il y a un chapitre dans le livre qui s'intitule « L'invention d'un langage ». C'est vraiment cette idée-là. C'est l'idée de créer son propre vocabulaire qui ne soit pas un copier-coller de ce qui se fait ailleurs, même si parfois l'Occident ne le regarde pas et ne le perçoit pas de cette manière-là. Souvent, moi, j'ai entendu, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai écrit ce livre, vous l'avez rappelé, je suis journaliste, donc dans le milieu de la mode et des rédactrices de mode en France, des journalistes me dire « mais cette création n'a rien d'africain ». Alors, on l'a peu dit pour le travail d'Iman, mais j'ai pu l'entendre dire pour d'autres stylistes, parce qu'une robe était avec un tissu en soie assez classique, qu'on imagine européen. On imagine que cette création n'est pas africaine. En fait, il y a derrière une apparence parfois occidentale de vrais récits africains. Alors ça, Iman le fait très très bien aussi. Vous dites que pendant des années, la mode dite africaine a été renvoyée à une espèce d'exotisme avec des injonctions un peu contradictoires. Elle devait être à la fois très africaine et pas assez africaine, enfin pas trop. Enfin, c'était une ligne de crête un peu compliquée. Et là, aujourd'hui, voilà, c'est la liberté de raconter sa propre histoire. C'est ça, Iman ? Je pense qu'il y a cette liberté-là qui est très intéressante. En même temps aussi, il faut dire que la mode, normalement, est universelle. Quand on a compris les vrais codes de la mode, on doit faire un vêtement qui doit être porté par tout type de femmes ou tout type d'hommes. Et on va parler du créateur à partir du moment qu'on va se demander le créateur vient de quel pays, de quel pays. Donc c'est là on va défricher l'identité du créateur. Mais le vêtement en elle-même, on doit d'abord penser à la personne internationale, tout genre de femmes, tout genre d'hommes. Et après, l'ADN de l'univers du designer qui va parler. Et aussi, on va devoir, quand on parle de la mode africaine, et dans la mode africaine, je veux parler de ce que moi je sais faire. Quand je fais une silhouette, dans l'Afrique, on le retrouve dans les détails. Donc c'est subtil, en même temps, et très poétique. Bien sûr. C'est pas forcément que je veux mettre les choses qui sautent à l'œil, quoi, je veux dire. Ce sont autant de personnalités et de fibres, enfin de moments artistiques, plus que d'ailleurs effectivement des gens venant d'un pays en particulier. Elle incarne très bien ça, la Falaise Dion, qui est en couverture de votre livre. La Falaise Dion, on la connaît, elle est venue ici et on était très heureux de l'avoir reçue. Elle est ivoirienne et elle fait des bijoux, des ornements, des coiffes, voilà, avec des cauris, des coquillages. Et elle était venue nous raconter voilà, que sa génération, dont vous dites qu'elle est créative,
créative, disruptive et engagée. Son idée, c'était de se réapproprier cette histoire dont elle avait été longtemps privée en réalité. Exactement, et elle incarne, et c'est pour ça qu'elle est la couverture de ce livre, c'est qu'elle incarne précisément cette génération qui a à cœur d'aller puiser dans son patrimoine culturel, de le revivifier, de le revitaliser. Mais je crois que plus que... Parce qu'on a beaucoup dit ça d'Iman quand les commentateurs ont parlé de son travail, quand il est entré dans la couture notamment. On parle beaucoup du fait d'aller puiser dans les patrimoines, dans les artisanats, dans les cultures. Mais je crois que ça va beaucoup plus loin, cette modernité-là qu'ils ont. C'est vraiment l'idée d'inventer son propre vocabulaire. Il faut pas... Bien sûr, la mode, ça n'est jamais qu'une co-création et une recréation permanente. Une mode pure, ça n'existe pas. Le pyjama que nous, on porte, on a l'impression que c'est anglais ou européen. En l'occurrence, pas du tout. Ça vient d'Inde. Le mot même est indien. Enfin, vient d'Inde. Donc, en fait, cette mode africaine, même si parfois elle a l'apparence d'une mode avec des robes de type occidental, c'est l'exemple type d'une robe d'Iman qui est dans le livre, d'une robe classique en soie noire qui a l'air d'être une robe des années du New Look, années 40, et qui en même temps est recouverte, selon la technique des appliqués que l'on retrouve dans plusieurs cultures africaines, des drapeaux de petits personnages inspirés des drapeaux Assafo, donc c'est la fameuse robe Assafo, qui est en l'occurrence vraiment un langage africain pour porter dans cette collection des messages modernes. Donc il y a vraiment l'idée d'inventer un vocabulaire. Voilà, il s'agit aussi de changer la source de l'inspiration. L'Afrique a inspiré pendant des années, voire des siècles, les créateurs ici en Europe. Ici en France, on peut citer Yves Saint-Laurent, mais parmi tant d'autres gens. Vous d'ailleurs, je crois que vous nous aviez raconté, Iman, quand vous étiez venu la dernière fois, que petit, vos sources d'inspiration, ce qui vous faisait rêver, c'était Mugler, c'était Alaya. Aujourd'hui, l'inspiration des jeunes créateurs en Afrique, c'est vous? Je pense que ça peut aller d'un sens à un autre. Moi, je sais que Saint-Laurent m'a beaucoup inspiré, Thierry Mugler, Madeleine Vionnet, Lanvin. Et je crois qu'en Afrique, il y a tellement de choses qui peuvent interpeller les designers. C'est comme les jeunes Africains aussi qui sont très intéressés à la vie parisienne, la vie new-yorkaise ou londonienne. Je crois que tout dépend. C'est là où ça devient intéressant aussi parce que c'est vraiment un échange. On veut creuser ailleurs, on voit ce qui se passe ailleurs pour pouvoir faire avec ce qu'on a localement, de sa propre culture, je pense. Changer la narration, vous le disiez, Emmanuel, autour de la création, qui a été réduite pendant longtemps à des clichés, donc on l'a dit, exotiques, très colorées, très, très joyeuses. L'essor du wax, d'ailleurs, que je porte aujourd'hui, ça a fait plutôt du bien ou du mal à la représentation qu'on a de la mode dite, je me sais avec beaucoup de guillemets, dite africaine? Je ne sais pas, Iman s'exprime souvent sur Vous avez le droit de dire que c'est vraiment c'est catastrophique. Non, c'est pas catastrophique. D'abord, je pense que d'un point de vue du goût, moi j'ai porté en Afrique et puis même aujourd'hui du wax. J'adore le wax et puis je pense que même Iman ne dit pas que certains wax ne sont pas beaux. Je crois que il y a vraiment deux clans. Il y a un débat qui oppose deux clans. Ceux qui vont dire, et Iman en est et rappeler l'histoire, c'est-à-dire que ça n'est pas un produit africain, c'est un produit qui vient d'Indonésie, qui a une histoire et qui vient raconter aussi toute l'histoire de l'expansionnisme colonial européen et ses stratégies marketing commerciales pour implanter ce produit et obtenir des richesses grâce à la consommation des Africains. Et puis de l'autre, des gens aujourd'hui qui vont crier à l'appropriation culturelle quand on est blanc par exemple et qu'on porte du wax en disant attention, c'est un produit typiquement africain. C'est le seul endroit dans ce livre où je m'autorise d'une certaine manière à entrer dans le débat et j'aime bien l'idée de dire que finalement c'est un produit qui certes, encore une fois, comme le dit très souvent Iman, c'est un produit qui n'est pas africain, mais qui aujourd'hui l'est devenu pour une raison. Quand on achète un wax dans une boutique à Abidjan, à Dakar ou à Ouaga, on ne demande pas, quand on a quelque chose en tête, tu sais, je voudrais celui qui a des rayures, etc. On parle des fleurs de mariage, on parle mon mari est capable. Ces noms-là, donnés au pagne, ont été inventés par les Africains. Et ce baptême-là, c'est ce qui rend vraiment ce produit africain. Iman. Et je pense que quelque part, il y a souvent l'information qui ne passe pas très bien. Mais quand je parle du wax, je n'amène pas le wax en justice. J'ai dit souvent ça, c'est très drôle.
c'est pas la justice, mais c'est bien de donner les dates, les précisions à certaines choses. Donc, on va parler du wax avec les dates historiques. Donc, c'est là où le wax est un tissu africain. Mais à part ça, avant l'arrivée du wax en Afrique, les Africains s'habillaient comment? Donc, je crois que l'Afrique a son propre patrimoine textile qui existe et que le monde ignore. C'est ça qu'il faut. Il faut rééduquer les gens, réinformer les gens. C'est important de donner les dates, certaines précisions sur les dates, les noms aussi. Je crois que c'est important pour tout le monde. Il y a une créatrice nigériane qui s'appelle Boubou Ogissi, je ne sais pas si je prononce son nom comme il faut, qui pose une question très intéressante, qui a 1000 réponses. Comment s'habillerait-on si tout ce passé colonial de l'Afrique n'avait pas existé? C'est question formidable, avec une piste... Et à laquelle Iman a répondu dans sa dernière collection. Avec justement, tu peux peut-être... Je pense qu'il y aura, s'il n'y avait pas le wax, je crois qu'on a eu des voiles de coton, tout un tas de matières qui existent. Je crois que les drapés, tout ça, les rassemblements, comme si on martelait les matières, on superpose aussi. Je crois qu'il y aura eu autre chose. À part tout ça, donc les confusions aussi. Donc, on propose une silhouette et une autre silhouette qui vient d'ailleurs, par exemple, un tissu qui vient du Nigeria et l'autre qui vient du Japon, par exemple. Et quand on regarde, on fusionne les deux ensemble, on va voir qu'il y a un lien. Même pour la manière qu'on tisse certains tissus, la manière qu'on va imprimer certaines choses. Donc, ça veut dire que le monde est lié quelque part. Nous venons tous, il y a quelque chose qui nous lie quelque part. Donc, certains produits, qu'on va croire qu'on a créé un produit de A à Z, et quand on se rend au fond du Japon ou au fond du Nigeria, on va voir qu'il y a des similitudes. Il y a un rapprochement. Et Iman, dans la collection qu'il avait présentée en janvier de cette année, donc qui était l'été 2021, interrogeait précisément la question que vous posez et que pose Boubou Ogissi, créatrice de Yamisigo, en faisant se rencontrer comme si finalement les Africains, c'était eux qui avaient colonisé l'Europe. Comment les échanges entre les matières, les textiles, les formes, les types de vêtements, quels seraient nos dressings aujourd'hui? Comment on s'habillerait? Et donc, il a fait ce télescopé, finalement, des formes européennes et des formes africaines, avec, par exemple, une jupe droite, mais avec des effets de plissé qu'on va retrouver dans les pagnes portées en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest. Et sur plein de pièces comme ça, il a fait se rencontrer des formes, des matières, des techniques aussi, beaucoup. Et ça répond justement à cette question. Au-delà d'une magnifique iconographie, il y a des photos merveilleuses dans ce livre que je vous conseille vraiment au moins de feuilleter, si ce n'est de l'acheter. Il y a, vous évoquez, Emmanuel, beaucoup de sujets dont on n'a pas le temps de parler, notamment, et bien sûr, on n'en est pas naïf, dans cet ouvrage que la saveur de cette révolution culturelle ne touche pour l'instant qu'une minorité d'Africains. Un jour, peut-être beaucoup plus, on le souhaite. Et puis aussi qu'il y a des talents immenses, sans parler des ressources, le coton notamment, l'or blanc du continent, des talents immenses sur ce continent qu'on continue à regarder de près. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous parler et de ce livre, donc Swinging Africa, qui sort chez Flammarion, un très beau livre à s'offrir ou à offrir pour les fêtes de fin d'année. Et puis merci beaucoup, Iman Aïssi, d'être venu aussi c'est moi qui vous remercie. À nouveau sur ce plateau. Très belle continuation avec vos magnifiques créations. Et Iman qui défilera dans un mois pendant la haute couture. Au mois de janvier. Vous êtes d'ailleurs le premier créateur africain à être entré dans la haute couture ici en France. Vous étiez venu nous en parler. On en est très fiers pour vous. Merci encore. Merci. Très bonne fin d'année à vous deux. Nous on se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct.